Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la préfète, chers amis du mouvement HLM, dans votre diversité, locataires, administratrices, administrateurs, dirigeantes et dirigeants, présidentes et présidents de fédération, chers partenaires, chers amis tout court, merci. Merci d'avoir cru à cette 81e édition du congrès HLM à Bordeaux. Merci aux élus aquitains, girondins, bordelais de nous accueillir dans de si bonnes conditions. Et je sais combien vous êtes des militants du logement social. Merci d'avoir pris le risque, dès le printemps dernier, de voir plus loin que les sombres mois que nous avons traversés. Notre planète, notre pays ont été touchés. Et j'ai une pensée émue pour celles et ceux qui souffrent de la maladie ici et au-delà de nos frontières, là où l'accès aux soins et aux vaccins sont plus difficiles. Je pense également à celles et ceux qui ont perdu des proches, qui ont connu l'hospitalisation. À cette émotion vient s'adjoindre notre peine. Le mouvement HLM a perdu vendredi un homme d'État, un grand ministre. Paul Quillès est mort. Je sais que certains ici ont perdu un ami, un camarade, un compagnon de route, et je leur adresse toutes mes amitiés. Monsieur le Premier ministre, le mouvement HLM a tant à vous dire, il a tant à vous montrer. Il a besoin de votre confiance et de votre soutien pour accomplir sa mission première, celle que la nation lui a confiée, sa raison d'être, loger la France telle qu'elle est dans sa diversité. La diversité, pour nous, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une tare, c'est une fierté. Et cette diversité, c'est d'abord celle de nos locataires. Personnellement, je n'en peux plus d'entendre certains donner des coups de menton et faire du statut du locataire HLM une tare. Mais ces habitants, qui sont-ils? Ce sont en majorité des actifs, ce sont des travailleurs pauvres, des retraités modestes, ce sont des familles monoparentales aux horaires décalés. 11 millions de nos concitoyens vivent dans un logement social. Un Français sur deux vit ou a vécu en HLM. Et autant le dire tout de suite, dans leur immense majorité, nos locataires pensent qu'avoir un logement social est une chance que leur a donnée la collectivité, une chance que beaucoup attendent. La vérité des chiffres est terrible. Aujourd'hui, 2,2 millions de ménages sont en attente d'un logement social. Et c'est pour cela que j'ai souhaité que notre rapport au Congrès soit consacré aux demandeurs. C'est la première fois que nous menons une analyse de la demande aussi précise au niveau national. J'en garde d'ailleurs un ou deux exemplaires pour celles et ceux qui m'expliquent qu'il n'y a plus besoin de produire autant de logements sociaux, que ce n'est pas une bonne idée d'encadrer les loyers du privé, qu'il faut faire confiance au choc de l'offre et que sinon le logement intermédiaire y pourvoira. Savent-ils seulement que les 2/3 des demandeurs ont des ressources fiscales inférieures au SMIC? Faut-il être bien logé? Faut-il être bien doté pour ne pas comprendre que le logement est un droit qui a besoin de l'intervention publique pour être effectif? Et rassurez-vous, je ne stigmatise personne, je ne dis pas cela uniquement pour répondre à la Cour des comptes, il y en a d'autres. Je voudrais simplement qu'ils comprennent que ces demandeurs ont un visage, ont un nom, ont une histoire. Et c'est à ces demandeurs et à nos locataires et aux accédants à la propriété que nous devrons penser au moment d'imaginer l'avenir. À propos d'avenir, Monsieur le Premier ministre, l'heure n'est pas encore à la revoyure, mais le constat, lui, est sans appel. Dans les mesures prises par la loi de finances pour 2018, depuis la baisse des APL, la RLS, la hausse de la TVA, même si nous y sommes partiellement revenus, depuis ce tournant qui fut, je le pense sincèrement et sans polémiquer, une erreur, les agréments n'ont cessé de baisser. Madame la ministre du Logement, chère Emmanuelle Wargon, si j'ai souhaité, en mars dernier, soutenir votre proposition de nous engager sur des objectifs d'agrément ambitieux, c'est que nous étions en attente d'un acte, d'un signal positif pour le logement social.
Notre objectif, c'est bien de produire au moins 120 000 logements sociaux par an. J'espère même que d'ici peu, nous serons capables d'en programmer 150 000 par an. Car c'est ce que nous devons collectivement, État, mouvement HLM, collectivités locales, aux plus de 2 millions de demandeurs en métropole comme en Outre-mer. Je ne vais pas d'ailleurs développer ici, nous avons cet après-midi des rencontres dédiées à l'Outre-mer, mais je tiens à dire que la situation en Outre-mer nous préoccupe. La production des organismes HLM s'effondre et les demandeurs sont encore plus pauvres. Notre ambition est donc en métropole et en Outre-mer, en France donc. Alors pour être ambitieux, il faut s'en donner les moyens. Il faut aux bailleurs sociaux une base solide. Et ce socle, c'est la loi SRU et son article 55. Les décisions, Monsieur le Premier ministre, que la majorité prendra dans le cadre du débat parlementaire seront lourdes de conséquences. La loi SRU est indispensable au logement social. Elle est un socle que tout élu doit viser et pas contourner. D'ailleurs, le maire de Bordeaux l'a abordé tout à l'heure. Il a fait du respect de la loi SRU un des objectifs de son mandat. La tâche est ardue, mais afficher cette ambition, c'est déjà faire une partie du chemin. À l'inverse, chaque coup porté à la loi SRU est une attaque contre le logement social et un affaiblissement du pacte républicain. Sincèrement, je ne crois pas qu'on puisse applaudir tous les soirs, pendant la crise, les fameux travailleurs clés, dont nombreux sont nos locataires, pour ensuite leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus dans certaines villes. C'est totalement hypocrite et c'est cruel. J'entends même certains élus dire que leurs administrés veulent choisir qui seront leurs voisins, pour en exclure certains. Et alors on fait quoi des demandeurs HLM? On les loge où? De quel droit les bien logés choisiraient-ils pour celles et ceux qui ont besoin d'un logement abordable? Je dois dire d'ailleurs, c'est assez étonnant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est un argument qui n'existe que pour s'opposer au logement social. Eh bien moi, je demande à ce que les locataires HLM et nos futurs locataires bénéficient d'une égalité de traitement. Monsieur le Premier ministre, nous comptons donc sur vous pour défendre la loi SRU. Pour ne pas laisser des accords de court terme la dégrader, il faudrait même la renforcer. Et puis surtout, qu'on ne vienne pas me servir le couplet écologiste. Je suis écologiste, de cœur et d'engagement. Je sais les efforts immenses à faire pour stopper le dérèglement climatique. Cette lutte doit toutes et tous nous mobiliser. Elle est prioritaire, car c'est la lutte pour que notre planète soit habitable pour toutes et tous. Alors, je le dis, je ressens le plus grand mépris pour le discours de celles et ceux nouveaux convertis qui, au nom de la lutte contre le changement climatique, s'agitent contre des programmes de logement social et donc leurs futurs habitants. Personne n'est dupe. D'ailleurs, le combat écologiste n'ira nulle part sans une mobilisation forte contre les inégalités. Cela passe obligatoirement par la lutte contre le mal-logement. Alors, nous n'allons pas nous excuser de construire et de loger des familles modestes. Nous ne nous compterons pas non plus des miettes de foncier qu'on voudra bien nous laisser. Nous revendiquons haut et fort que la France a besoin de nous. L'Europe nous envie et salue notre modèle. En Allemagne, face à la cherté du logement, on a voté dimanche pour demander à la puissance publique de racheter les logements sociaux qu'elle avait bradis. Monsieur le Premier ministre, ici en France, vous avez derrière vous, ils sont tous là, avec vous, des professionnels et des militants du logement pour tous. Vous avez d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, confié récemment une mission sur la relance de la construction à François Rebsamen. C'est un responsable politique, un élu local. Le signal était important. Il a été un interlocuteur de très grande qualité. Notre mouvement salue l'efficacité de sa présidence. Il s'est clairement placé du côté des maires bâtisseurs, de celles et ceux qui pensent l'avenir de nos territoires.
Il a rappelé l'importance de l'exonération de TFPB comme un outil majeur du financement du logement social au service des locataires. Pour bien comprendre, pensez que l'exonération de TFPB, c'est 30 à 40 € de loyer en moins tous les mois pour les locataires. Il serait injuste que l'État fasse porter tout le poids de cet engagement aux collectivités locales. Je sais, Monsieur le Premier ministre, l'importance que vous accordez aux conclusions de cette commission. Cette commission a d'ailleurs également mis en lumière le problème du foncier. Et je le dis ici, nous, bailleurs sociaux, nous voulons retrouver un accès direct au foncier, en particulier ceux qui ont bénéficié d'une aide publique. Alors certes, le fonds Friche a permis de débloquer nombre d'opérations, mais nous voulons aller plus loin. Il serait peut-être légitime que 30 % du foncier rendu constructible par les moyens publics, par les établissements publics, soit proposé à la maîtrise d'ouvrage directe des HLM. On m'objecte parfois que d'autres savent produire du logement et qu'ils peuvent tout à fait les revendre ensuite aux bailleurs sociaux. Certains d'ailleurs voudraient nous priver de notre capacité à construire. Mais qui devra finalement subir le prix élevé payé par le foncier et les marges? Inévitablement, les locataires. C'est pourquoi des avancées législatives, une réelle mobilisation de l'État local pour l'acquisition des fonciers publics sont nécessaires. On nous encourage aussi à nous délester de notre patrimoine à marche forcée, sans lien avec les capacités réelles de nos locataires. Mais franchement, à quoi cela sert-il de faire tant d'efforts pour construire si c'est ensuite pour dilapider le patrimoine? En locatif, un logement construit sert aux générations actuelles et aux générations futures. Et donc, dans un pays qui est traversé de tensions, pouvoir proposer de manière pérenne 5 millions de logements à loyer réduit, de bonne qualité, bien gérés, c'est participer à la République bienveillante. La politique du logement aujourd'hui profite des efforts consentis depuis un siècle. Elle profite de 2 innovations majeures, historiques chacune à leur manière, la Caisse des dépôts, les fonds d'épargne, l'épargne populaire, dont notre patrimoine est en partie le produit grâce au livret A. La PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction, cette idée née dans les années 50 au lendemain de la guerre que les employeurs participaient par une contribution au logement des salariés. Depuis, nous avons innové, nous avons mobilisé l'Europe, les C2E, nous avons porté la question de la rénovation de nos quartiers, nous avons développé la dissociation du foncier et du bâti. Mais les fondamentaux sont solides, et c'est cette solidité qui nous permet d'innover. Ces fondamentaux ne sont pas un frein, ce sont un moteur. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, sachez qu'aucun professionnel du logement social ne viendra cautionner le détricotage d'un modèle de long terme pour la remise en cause de ces 2 fondamentaux. Construire, inclure, penser l'avenir, c'est le thème de notre congrès. Penser l'avenir, c'est naturellement nous préparer à être des acteurs déterminés face aux défis climatiques. C'est un défi mondial, c'est un défi pour l'Europe, pour la France, pour chaque collectivité locale, pour chaque bailleur. C'est un défi quotidien. D'ailleurs, je vous informe que l'empreinte carbone de notre congrès HLM sera totalement compensée, et c'est une innovation de ce congrès. D'ici quelques semaines, plusieurs hectares de forêt seront replantés grâce à cette initiative. Vous y contribuez toutes et tous. Construire en anticipant l'avenir, en nous adaptant aux besoins immédiats et futurs de nos locataires, en économisant les énergies, en respectant l'environnement et la biodiversité. C'est un challenge que nous avons accepté de relever. Il reste évidemment beaucoup à faire. Les arbitrages législatifs qui ont eu lieu autour de l'avenir des logements classés F et G mettent en lumière cette urgence. D'ici 2030, ce sont plusieurs centaines de milliers de logements que nous ne pourrons plus mettre en location s'ils ne sont pas rénovés. Nous avons pris depuis plusieurs années des engagements forts pour l'éradication des logements énergivores. Et nous voulons être au rendez-vous. Mais pour cela, nous avons besoin de partenaires pour y arriver.
J'aurai d'ailleurs l'occasion de le dire demain au directeur général de la Caisse des dépôts, cher Éric Lombard, qui nous accompagne depuis longtemps dans la transition écologique. Mais l'État, les régions, l'Europe devront également être mobilisés, c'est indispensable. Monsieur le Premier ministre, nous attendons, nous espérons de l'État qu'il soit un partenaire. J'ai parfois l'impression que la transition énergétique est plutôt l'occasion de multiplier les normes, les labels, après des discussions interminables. Ne vous méprenez pas, j'y suis extrêmement favorable. J'ai moi-même porté certaines expérimentations sur le sujet. Mais je sais aussi qu'une bonne norme est une norme qu'on peut appliquer et qui fait sens. Elle ne doit donc pas, à coup de label, devenir un objet de communication et servir uniquement les intérêts d'une filière au détriment d'autres. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre du Logement, chers amis et partenaires, vous avez devant vous un mouvement HLM en action, au service des territoires, au service des quartiers et de leurs habitants, au service de la France et dans sa diversité. Vous pouvez compter sur notre détermination pour loger la France telle qu'elle est. Notre congrès s'ouvre. Merci à vous toutes et tous. Très bon congrès.